banlieue sud de Paris. Ce soir-là, tout est calme en apparence. Mais en réalité, une chasse à l'homme va commencer. Ce soir, on monte un dispo avec les collègues de Montrouge. Donc, en vue de procéder aux interpellations. À la tête des opérations, Thierry, 51 ans. Depuis un mois, il traque des braqueurs de supermarchés insaisissables. Salut les gars, vous avez tous des radios? Ce soir, pas moins de 12 policiers sont mobilisés. Ils vont essayer de mettre la main sur ces individus qui s'en sont pris au gérant d'une supérette pour dévaliser son coffre-fort. Ouais, des petites armes. On est obligé de les prendre par surprise. En plus qu'ils sont dangereux. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Allez, go. Thierry connaît les visages de ces hommes, mais pas leur adresse. Ah, et Jésus de Marmite. Ouais, pas. 4 voitures de police sillonnent la ville en essayant de les repérer. Tu prendras à gauche là pour faire le tour du pâté de maison là. C'est quoi ça? Avec les capuches et tout là. C'est son style de vêtements par contre la double comme ça là. Ouais. Non, c'est pas lui. Non. Mais les heures passent et aucun signe des suspects, jusqu'à ce message radio. Ouais, il est sur Marcelin Berthelot à pied, on va le taper. Ah, on arrive. Les 2 individus sont repérés dans une cité. L'intervention est risquée. Les policiers vont tout miser sur l'effet de surprise. Sweat gris, capuche grise. Ces interpellations, c'est l'épilogue d'une affaire sensible. Sur les traces d'individus armés et prêts à tout. Cette traque, nous l'avons suivie au jour le jour, au cœur de l'enquête. Bouge pas! Mets tes mains dans le dos! Mets tes mains dans le dos! C'est bon, j'ai. Pour les policiers, il y a une nouvelle forme de violence qui frappe le cœur des villes. Les braquages à répétition. Rien à voir avec le grand banditisme. Aujourd'hui, ce sont de petits voyous qui se promènent avec une arme et sèment la terreur pour dérober quelques centaines d'euros. En première ligne, les petits commerçants, bureaux de tabac, supérettes ou boulangeries. Et toutes les armes font l'affaire. Sabre, couteau, pistolet. Ces agresseurs n'hésitent pas à tuer pour un butin parfois dérisoire. Ces braquages, il y en a eu près de 4000 l'an dernier en France, 2 fois plus qu'il y a 4 ans. Nous sommes à Sceaux, dans les Hauts-de-Seine, au sud de Paris. Et cette nouvelle forme de délinquance, c'est la préoccupation quotidienne de Thierry, 30 ans de maison. Salut, Poupée. Ça va? Forme? Thierry pilote un groupe d'enquêteurs de la préfecture de police qui traite les affaires les plus graves. Salut, ça va? T'as des nouvelles là, pour le braquage au... Ouais, bah écoute, on a Ça été donne chercher la vidéosurveillance. Et ces affaires de braquage autrefois exceptionnelles, il en a plusieurs en cours. Un gang de petits voyous aussi rapide qu'imprévisible lui glisse en permanence entre les doigts. Merci. Thierry les voit souvent à l'œuvre, mais uniquement sur les images de vidéosurveillance. Il frappe en quelques secondes, le plus souvent à la fermeture des magasins, comme chez ce commerçant il y a quelques semaines. Là, il a la caisse ouverte. Hein, il fait ses comptes. Ils doivent avoir 1000 ou 2000 euros dans leur caisse. À l'entrée, la femme du commerçant terrorisé vient de tomber sur cet homme armé. Le couple se retrouve braqué avec un pistolet pour quelques centaines d'euros. Ah, calibre à la main, hop, il pointe. Un casque qui camoufle bien, une cagoule, des gants, un poche le pognon. En un éclair, le braqueur dévalise la caisse. Puis il entraîne le couple de commerçants vers le coffre du magasin. Il y reste moins de 2 minutes, puis repart. Une attaque foudroyante et un casse-tête pour Thierry et son équipe. L'agresseur est casqué, pas de visage, pas de traces,
pas d'indice. C'est sûr que là, le mec, il est cagoulé, il est casqué, il a des gants, ça va être compliqué, quoi. Ça va être compliqué. Thierry ne le sait pas encore, mais il va bientôt hériter d'un nouveau dossier de braquage. Et pas n'importe lequel, la plus grosse affaire de l'année. Mais cette fois-ci, il va avoir une chance de remonter jusqu'aux auteurs. Cette affaire va commencer d'une manière plutôt particulière et l'amener de surprise en surprise. Ce matin-là, une voiture banalisée file vers le bureau de Thierry. À l'intérieur, ces hommes, des policiers de la BAC, la brigade anticriminalité, des hommes de terrain au contact permanent de la population. Voilà pourquoi ils disposent d'une arme redoutable, un réseau d'indiques, des informateurs. Salut les gars. Salut, ça va? Ça va? Ça va bien? Et aujourd'hui, la BAC vient de récolter un renseignement qui pourrait valoir de l'or, le genre de choses qui n'arrivent jamais. On venait de voir parce qu'on avait une info sur un probable braquage Ah ouais? qui doit se commettre dans 48 heures. Enfin, dans les 2 jours, quoi. Ah d'accord. Et comment tu sais ça? Une info qu'on a eue. Et l'info te paraît fiable? Ouais. D'accord. Un braquage serait en préparation. Cette fois, Thierry va peut-être avoir un coup d'avance. Et cet indique qui ressemble au Père Noël a donné aux policiers des informations très précises. Et ça devrait se passer comme ça? Et tu sais à peu près ça va se passer quoi? En journée? À la fermeture? Je sais que ça va se passer dans la soirée parce le commerce ferme vers 10h. Au moment de la fermeture, ils sont 2. Ouais. D'accord, c'est pour ça que les mecs vont taper. Ouais, d'accord. Et tu sais à peu près combien de personnes? 3. 3 mecs? 3 mecs. Armés? Ouais. Et les mecs connus? Ouais. T'as les blazes? On a 3 blazes qu'on a certainement identifiés et j'ai un numéro de téléphone. Un numéro de téléphone d'un des mecs? D'un des. Ouais. T'as un numéro de téléphone d'un des mecs? Ouais. Ah putain, ouais. D'accord. D'un des braqueurs. Ouais. Putain, on n'a pas souvent des infos comme ça. Thierry n'en revient pas. 3 noms, un numéro de téléphone, l'adresse d'une supérette. Il va peut-être enfin pouvoir prendre la main dans le sac certains de ces braqueurs qui lui échappent depuis des mois. Ok, bah écoute, super, hein. Ça marche. On se tient au courant. Bientôt. Hein? Mais il le sait, les indiques livrent parfois des tuyaux percés. Alors il va tout d'abord vérifier si ces informations sont crédibles. En clair, les 3 suspects ont-ils déjà fait parler d'eux? Pour le savoir, Thierry se connecte à une base de données qui rassemble toutes les personnes déjà mises en cause par le passé, le STIC. Et je veux savoir quel palmarès ils peuvent avoir. Savoir si c'est des mecs connus pour braquage. Et dès le premier nom, il flaire la bonne piste. Des violences, stupéfiants, outrage, port illégal d'armes. Non, on n'a pas affaire au premier venu. Violence, port illégal d'armes. Notre homme semble être le candidat idéal pour un braquage. Et ses 2 compagnons ne sont pas en reste. Outrage, violence. Violence, beaucoup de violence. Le 3e, violence, dégradation, menace ou voie de fait en réunion. C'est pas un hasard, c'est pas un hasard. Les 3 hommes ont une vingtaine d'années. Et comme souvent chez ces délinquants, au palmarès impressionnant, ils n'ont pas de domicile connu. À chaque garde à vue, ils communiquent des adresses différentes pour brouiller les pistes. Thierry veut découvrir leur visage. Pour ça, il se connecte à un autre logiciel, le Canonge. Et pour la première fois, il voit ces 3 hommes. À cet instant, il ne sait pas à quel point ils vont lui donner du fil à retordre. Pour Thierry, aucun doute, le renseignement est sérieux. Il va donc s'intéresser de très près à cette supérette, un magasin situé dans un quartier populaire, pas très loin d'une cité, et qui pourrait bientôt recevoir la visite de 3 braqueurs. Dans ce genre de cas, les policiers tentent de coincer les malfaiteurs en flagrant délit.
Voilà pourquoi la mission est confiée aux hommes de la BAC, des gros bras spécialistes des interpellations musclées. Mais pour eux, ça ne va pas tout à fait se passer comme leur indique l'avait prévu. L'opération est lancée le soir même, à 19h. Selon l'indique, le braquage pourrait se dérouler à la fermeture du magasin, vers 22h. Bon les gars, c'est parti. On va se positionner discrètement aux alentours et on va surveiller les individus qu'on pense susceptibles d'être auteurs du braquage. Les policiers prennent leurs précautions. Les braqueurs sont en général armés. Et ils vont devoir leur tomber dessus au pire moment, pendant l'agression. Prise de service effectif en surveillance pour vol à main armée sur la commune de Châtillon. Donc indisponible jusqu'à 23h. Premier repérage du quartier en voiture. Pour l'instant, dans la supérette, les clients font tranquillement leurs courses. Voilà le magasin. Avant ce genre d'opération, les hommes de la BAC inspectent en premier lieu les alentours et notamment l'arrière du magasin. La porte noire, Et toi c'est le magasin, la porte noire, c'est l'arrière. sortie de secours. Ouais, ça serait le moyen de fuite idéal. Les braqueurs pourraient s'enfuir par cette porte, une issue qu'ils vont donc surveiller de très près. « 21h, 1 heure avant la fermeture du magasin. Les policiers se mettent en place pour une surveillance dans le jargon policier. Ces hommes, bien connus dans les quartiers, doivent à tout prix devenir invisibles. Bon, on va se mettre en surve. Nous on va se mettre là en contrebas. Tu vas aller au point de chouf là. Ok. Ouais, ça marche. Allez, go, c'est parti. Le chouf, c'est le guetteur, ce policier. Il prend position dans ce magasin, situé juste en face de la supérette et réquisitionné pour l'occasion. Visu nickel, mise en place, RAS, hein, on est à l'intérieur. Ouais, ça va fait. Une autre équipe reste en voiture et surveille l'arrière du magasin, prêt à fondre sur la supérette. La souricière est en place. Pour ne pas gêner l'opération, nous filmons en caméra nocturne. Ok, attends. Ouais, c'est bien pris pour nous. 9h30. Donc le magasin devrait fermer dans une demi-heure à peu près. Donc on est bon là. L'attente commence. Les policiers scrutent le moindre visage. C'est qui ça? À une demi-heure de la fermeture, la tension monte. Depuis sa planque, le guetteur repère une voiture suspecte. 3 individus à l'intérieur. Elle a fait un arrêt de quelques secondes, elle est repartie dans votre direction, et elle a fait un demi-tour, elle est repartie direction avenue. 3 individus. S'agit-il des 3 braqueurs? L'autre équipe voit également passer le véhicule et relève immédiatement sa plaque d'immatriculation. Ouais, effectivement, elle a fait demi-tour au niveau du passage piéton sur un de l'appel, elle a monté identifié. Cette voiture appartiendrait-elle aux 3 suspects balancés par l'indique? Sont-ils en train de préparer leur attaque? Pour le savoir, les policiers demandent par radio l'identification du véhicule. L'opération ne prend que quelques secondes. Ouais, c'est des lascars de Banu. Ouais, reçu. Donc c'est pas nos clients. Négatif. Fausse alerte. Et l'heure de la fermeture approche. Il est bientôt 22h. On arrive dans les heures critiques. Donc là, c'est le moment, c'est le moment d'être patient et d'être vigilant. Selon l'indique, c'est au moment où les commerçants baissent le rideau de fer, juste avant de faire les caisses, que les braqueurs doivent frapper. Cette fois, le rideau est baissé. Ils ne sont pas passés à l'action. Il n'y a pas eu d'individu suspect sur les lieux, donc voilà. C'est terminé pour nous pour ce soir. La surveillance va durer 48 heures, sans résultat. Et impossible de mobiliser ces policiers plus longtemps. On reste vigilant quoi.
Avec 13 000 agressions dans les Hauts-de-Seine l'an dernier, ils ont d'autres affaires sur le feu. Ouais, c'est fini, donc pas de braquage. Maintenant, on continue notre patrouille sur la commune, quoi. Chercher d'autres bandits, quoi. Le renseignement de l'Indic valait-il vraiment quelque chose? Les policiers de la BAC commencent à en douter. Mais la suite de l'histoire va leur donner tort. La fameuse supérette va être au centre de l'une des affaires les plus violentes de l'année. Trois jours plus tard, la police vient d'être appelée en urgence. Il est 10h, mais les portes du magasin sont closes. À l'intérieur, aucun client. Dans les rayons, des collègues de Thierry. Le responsable du magasin vient de se faire agresser dans la nuit. 3 braqueurs lui sont tombés dessus au moment où il baissait le rideau de fer. Ça a commencé à l'entrée, ils m'ont rattrapé à l'extérieur, fait tomber ici, tabassé là. Ah, ils vous ont tabassé? Oui. Avec voilà. un coup de pied, coup de tête, enfin pas que de tête, mais coup de poing, voilà. Ils ont tapé. Ce qui est traumatisant pour moi, c'est de ne pas avoir de souvenir réel de ce qui s'est passé, complètement. Voilà, j'ai des blancs, parce que j'ai dû tomber dans les pommes 3 ou 4 fois, voilà. L'homme est sous le choc. Ses souvenirs sont flous. Et au fond du magasin, dans ce bureau, les policiers vont comprendre pourquoi, en visionnant les films des caméras de surveillance. La victime aurait pu perdre la vie. Il est 22h20. Les employés s'apprêtent à fermer boutique. C'est alors que 2 individus cagoulés se précipitent sur le responsable. Le premier le jette à terre et le roue de coups. Le deuxième braqueur tient un revolver dans sa main droite. Un troisième individu les accompagne, lui aussi est cagoulé. Il semble faire le guet. 3 hommes, exactement le scénario raconté par l'Indic. 3 individus qui ne semblent avoir aucune limite. Il est endormi là. Il est assommé. Oh, pas utile ça. Voilà pourquoi le responsable du magasin perd connaissance. Un homme à terre, passé à tabac. Dix heures après cette agression, son visage tuméfié porte notamment cette trace, celle d'une semelle. Je pense que c'est une trace de chaussure. Ouais. D'accord. J'ai aucun souvenir d'être allé jusqu'à la porte du bureau, même d'avoir ouvert le coffre, je m'en rappelle pas. Et pourtant, c'est bien dans la salle du coffre que l'homme a été conduit par ses agresseurs. Un coffre qu'il ouvre sous la menace. Le commerçant n'a pas encore calculé le montant du préjudice. C'est en découvrant ces images que les policiers repèrent les premiers indices. Il n'y a pas de gants lui, c'est sûr. Et il touche le mur 2 fois de sa main quand il se penche. Là, celui-là. L'un des braqueurs, celui qui tient l'arme, ne porte pas de gants. Un élément capital, il a peut-être laissé ses empreintes digitales sur la scène de crime. On le voit toucher des liasses de billets. Et dans sa fuite, une première porte, puis celle de l'issue de secours. Il est 22h26, l'attaque aura duré 5 minutes. La fin des bandes montre le responsable du magasin à gare qui appelle la police. Et quelques minutes plus tard, les secours qui vont le prendre en charge. Il s'en sort sans séquelles irréversibles. C'est maintenant à Florent de la police scientifique d'entrer en scène. Il va tenter de retrouver les empreintes digitales du braqueur qui ne portait pas de gants. Mais aussi l'ADN des 3 hommes, cette signature unique pour chaque individu
contenu dans un cheveu ou de la sueur. Premier lieu stratégique, la salle du coffre. On est en train de voir les différents supports parce que c'est appuyé sur le mur en arrière. Je vais toucher la boîte pareil en arrière. Pour espérer trouver de l'ADN, il va s'intéresser à ces petits objets éparpillés au sol. Ceux que les braqueurs ont laissés échapper dans la précipitation. Il prélève ces emballages de pièces, mais aussi plusieurs billets. Ça permet d'aider l'enquêteur soit à déterminer qui était présent sur les lieux, soit à prouver que la personne, malgré ses dires, était bien présente. Deuxième étape, les portes du magasin. Florent a remarqué que les braqueurs s'étaient enfuis par l'issue de secours. Sur cette barre, des dizaines de traces, mais il y en a une qui intéresse le policier, la seule qui lui semble lisible. Il y a une trace de doigt en dessous, ouais. On va voir ce que ça vaut. Il relève l'empreinte grâce à ce papier autocollant, avec l'espoir qu'elle soit exploitable. Et il y a un dernier lieu qui attire son attention, cette grille que les braqueurs ont forcément escaladée dans leur fuite. Les policiers viennent d'y remarquer une trace de leur passage. Des baskets, plutôt fines. Une trace de basket qui ressemble à s'y méprendre à l'empreinte encore visible sur la pommette du responsable de la supérette. Pour grimper sur la grille, les braqueurs ont dû y poser leurs mains, notamment celui qui ne portait pas de gants, et Florent fait rapidement une dernière découverte. Cette empreinte, toute fraîche, qui date sans doute de quelques heures. Très belle trace et franchement ça sent bon. Florent est confiant et pour être sûr de ne pas faire fausse route, il prend une dernière précaution, relever les empreintes de la victime. Donc le plus important, vous n'appuyez surtout pas, vous laissez faire. Par contre, il faut être souple pour tourner. Ok, bah, je vous laisse comme ça. Exactement. Comme on a trouvé des traces sur la porte notamment, pour être sûr que ce ne soit pas les siennes, on retrouve... Pour une fois, cette affaire de braquage se présente bien. Avec ses prélèvements d'empreintes ADN et digitales, et cette victime qui pourra peut-être identifier ses agresseurs, les policiers sont confiants. S'il s'agit bien des 3 hommes balancés par l'indic, ils devraient pouvoir facilement les confondre. Mais vous allez voir que dans une enquête, même lorsque les policiers soupçonnent très fortement des individus, prouver leur culpabilité, c'est une autre paire de manches. Le lendemain matin, c'est apparemment un dossier en béton que Thierry récupère. Il est où le dossier? C'est bon, t'as tous les PV? Ouais, c'est bon, j'ai tous les PV. Il veut connaître le moindre détail de ce braquage et depuis la veille, la supérette a fait ses comptes. Donc on est sur un préjudice total de 7 817,76 €. Un peu moins de 8 000 €, le prix d'une vie. C'est pour cette somme que le responsable de la supérette aurait pu être grièvement blessé ou même tué. Thierry compte bien coincer ses braqueurs. Et cette fois, il dispose d'empreintes ADN et digitales. Alors il distribue les rôles. T'as combien de personnes à entendre en urgence? Un employé, la vidéo à sortir. D'accord. Et les mecs, ils étaient gantés ou... De toute façon, il y a une palmière qui a été redécouverte. Ils ont fait des photos et tout, le CPT? Ouais, tout ça c'était fait. Ouais, ok. Vois avec Paul pour aller au CPT de Meudon le plus vite possible pour faire les comparaisons paluches. Et puis après... Son premier réflexe, envoyer au laboratoire les empreintes digitales les plus rapides à analyser. Elles livreront peut-être un premier nom. Les trucs super urgents, il faut les faire ce matin et au moins cet après-midi. Allez, go. Allez, c'est parti. Mais vous allez voir que faire parler des empreintes digitales,
ça n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Meudon-la-Forêt, à 10 km de Sceaux. Le laboratoire de la police technique et scientifique des Hauts-de-Seine. Nicolas est un expert, sa spécialité, les empreintes digitales. Dans l'affaire de la supérette, il va devoir faire parler la seule trace finalement exploitable, celle découverte sur la grille, escaladée par les braqueurs pendant leur fuite. Nicolas commence par transformer le cliché en négatif pour mieux lire les lignes qui la composent, et il fait une première découverte. Là-dessus, je vais pouvoir essayer de comprendre à quelle partie j'ai affaire. Donc là, on peut voir effectivement le mouvement des crêtes. Et puis ici, ce qu'on appelle le delta carpien. Donc ça correspond grosso modo à cette partie-là, voilà, sur la main droite. Cette fois, il ne s'agit pas d'une empreinte de doigt, mais de la paume d'une main droite. Et c'est une mauvaise nouvelle. Car contrairement aux doigts, relevés systématiquement lors des gardes à vue, la paume, elle, n'était pas prise par les policiers jusqu'à l'année dernière. Du coup, la base de données des empreintes palmaires est encore limitée. Peu de délinquants y sont référencés. Nicolas va quand même tenter de trouver à qui cette trace appartient. La technique d'analyse est la même que pour un doigt. Il va rechercher des anomalies propres à chaque individu. Je vais essayer de trouver donc des points caractéristiques, donc particuliers à la personne. Par exemple, ici, vous voyez donc un trait, ce qu'on appelle une crête, qui va s'arrêter à ce niveau-là. Hop, et là, on va pointer, et là, c'est un point caractéristique. C'est la multiplication de ces petites imperfections qui permet d'identifier le propriétaire d'une trace. Et l'œil de l'expert trouve tout de suite ce qu'il cherche. 5, 6... Au total, Nicolas doit trouver 12 anomalies. Et la 12e, ici. Voilà, 12. Ça y est, j'ai mis 12 points. Donc là, je considère que la trace est exploitable. Une bonne nouvelle pour l'enquête. Nicolas va pouvoir faire parvenir cette trace de paume au fichier automatisé des empreintes, le FAED. Une base de données qui répertorie des millions d'empreintes. Si l'une d'entre elles correspond, Thierry obtiendra un nom. Et il espère tomber sur l'un des 3 suspects balancés par l'indic. Mais pour ça, il faut encore que ces paumes de main soient référencées et donc que l'homme soit passé en garde à vue il y a moins d'1 an. Quelques heures plus tard, au commissariat de Sceaux, Thierry est impatient de savoir si l'empreinte a parlé. Choupi, oui. On en est où des paluches là? On a eu la réponse? Oui, c'est négatif pour le moment. C'est négatif? C'est négatif pour donc les 2 traces. Ça ressort pas sur... ça n'a pas été identifié? Pour l'instant, c'est négatif. Raté, l'empreinte de la paume ne correspond à aucun délinquant connu. Mais rien n'est perdu pour l'instant. Les paumes des 3 suspects de cette affaire ne figurent peut-être pas dans les fichiers de la police. S'il les interpelle un jour, il devra prendre leurs empreintes pour les comparer. En attendant, l'enquêteur accuse le coup. Il espérait coincer rapidement l'un des suspects. Là, c'est vraiment une déception parce qu'on pensait qu'on allait pouvoir rapprocher ça des 3 mecs où on a de fortes présomptions sur ces 3 mecs-là. Maintenant, on travaille sur autre chose. Et cette autre chose, ce sont les traces ADN que les 3 suspects ont peut-être laissées dans la supérette. Il est donc temps d'analyser les billets de banque et les emballages de pièces récupérés dans la salle du coffre. Mais là encore, vous allez voir que ça ne se passe pas exactement comme dans les séries policières. Car ces analyses ADN coûtent beaucoup d'argent. Et plus on veut des résultats rapidement, plus la facture est élevée. Alors même si ce n'est pas vraiment son métier, un directeur d'enquête doit parfois se transformer en commercial et négocier âprement pour faire progresser son affaire. Un aspect mal connu et plutôt surprenant de la vie d'un policier. Laboratoire, bonjour.
Quand les enquêteurs veulent procéder à des analyses ADN, ils doivent d'abord faire appel au labo maison, celui de la police. Il est gratuit, mais les délais sont parfois très longs, jusqu'à 6 mois d'attente. Et Thierry, lui, a besoin des résultats de toute urgence. Il faudrait des résultats en une petite semaine. Alors ce fonctionnaire a fait appel à des laboratoires privés, plus rapides, mais chers. Ce matin-là, il reçoit par fax une première proposition. Allez. Et le tarif va le refroidir. 7 380 €. Oh putain. Qu'est-ce qu'il va dire le juge là? Le juge, il va tomber de sa chaise, et puis quand il se sera relevé, je sais pas. Franchement, je sais pas. Les résultats en moins de 5 jours, c'est plus de 7 000 €. En moins de 10 jours, c'est 6 500 €. Pour débloquer de telles sommes, il lui faut l'accord du juge et peu de chances que celui-ci accepte. Alors Thierry fait jouer la concurrence. Un nouveau devis arrive d'un deuxième laboratoire privé. Choupi, Ouais. j'ai reçu le nouveau devis pour les scellés. Alors Attends, je regarde en même temps que toi. Aussi cher que l'autre? Plus cher que l'autre. Alors là, putain, on explose le plafond. 8 647 €. Je crois que je vais appeler le magistrat, il va tomber par terre. Finalement, pour éviter de telles émotions au juge, Thierry fera appel au laboratoire public. Les analyses seront gratuites et comme son affaire est grave, le policier parviendra à réduire le délai 8 jours au lieu des 6 mois habituels. 13, 14, 15, 16 scellés. Mais même avec toute sa bonne volonté, Thierry n'aura les résultats que dans une semaine et là encore, aucune garantie. L'ADN n'est pas toujours lisible et les suspects ne figurent peut-être pas dans la base de données de la police. C'est la sûreté 92. Ça vous dérange pas? Ok, ça marche. Alors pas question d'attendre les bras croisés, l'enquêteur a demandé les vidéosurveillances de la supérette. Il va les visionner à la recherche du moindre indice qui trahirait les braqueurs. Il arrive parfois qu'un minuscule détail permette aux policiers d'identifier un agresseur et de résoudre rapidement une enquête. Voilà pourquoi Thierry a demandé à voir ces images. Même si les mecs sont cagoulés, gantés, souvent, quand on exploite la vidéosurveillance, on a une attitude, un vêtement particulier, un bijou, une manière de se tenir qui peut attirer l'attention. Et quand les mecs sont connus, bien souvent nos collègues de BAC aux alentours connaissent les mecs. Thierry va donc être attentif aux moindres détails. Tu le vois bien à l'entrée. Dans l'entrée, déjà, il en prend un. Putain, sans déconner, comment il lui saute la gueule. Et après, dans le couloir derrière, là, c'est encore pire. Ouais. L'enquêteur imprime ces images. Les vêtements des agresseurs, leur attitude, les objets qu'ils tiennent dans leurs mains. Et regarde dans la roue. Le deuxième qui frappe, il a une arme de poing dans la main, qui tient vers le bas. Il a une arme de poing? Ouais, il a une arme de poing. Et le grand, il a quelque chose dans les mains. Je sais pas ce que c'est. J'arrive pas à voir ce que c'est. Il a quelque chose dans la main, là, le grand. Ah oui, effectivement. Et je sais pas ce que c'est dans sa main. Impossible de voir cet objet avec lequel l'agresseur frappe sa victime. Malgré ses 30 ans de métier, ce qui surprend surtout Thierry, c'est le comportement inhabituel des braqueurs. Dans les braquages comme ça, les mecs qui rentrent, ils prennent le pognon. Il y a parfois une ou deux tartes ou un peu les gens qui sont secoués, mais là... Parce qu'il pourrait très bien rentrer, menacer le mec visiblement s'est pas rebellé, il pourrait rentrer, le menacer, l'emmener directement au bureau, surtout s'ils ont bien repéré les lieux avant, nous même pas en bateau, on sait où c'est, le bureau, le cofio, machin et tout. Là, il fout par terre, il massacre. Il massacre. Révolté, Thierry en fait désormais une affaire personnelle. Il se promet de coincer ce gang pour la victime. Une victime qui, quelques jours après ce terrible choc, a peut-être retrouvé la mémoire. Les policiers l'ont convoqué pour l'entendre à nouveau. Il se souvient peut-être d'un détail dont il ignore lui-même l'importance. Et son audition
va bouleverser le cours de l'enquête. Installez-vous. Quelques heures plus tard, l'homme arrive au commissariat. Ce collègue de Thierry va se charger de son audition. Donc qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, quand vous sortez? L'homme est toujours sous le choc et ne se souvient de rien. Mais les policiers savent comment aider une victime à retrouver la mémoire. Grâce aux vidéos, ils savent qu'au tout début de l'attaque, juste à ce moment-là, l'homme a vu son agresseur dans les yeux. C'est le plus grand des 3 braqueurs. Le policier va concentrer ses questions sur lui. Pouvez-vous me le décrire? Je me souviens très bien d'un moment où il est debout devant moi, mais j'avais une sorte de contre-jour en fait, de derrière. Voilà. Donc en fait je voyais très bien sa silhouette. Je le revois grand. Voilà. C'est-à-dire grand, mince, sec. De grande taille, c'est-à-dire Je pense 1m90. Les souvenirs de la victime se font de plus en plus précis. Alors le policier creuse la piste du physique. Et il va obtenir une nouvelle information inédite. L'homme pense avoir déjà croisé ses agresseurs dans son magasin. À mon sens, ce sont les personnes de son passé, j'en suis presque sûr. Les corpulences, la façon même de se déplacer, sont identiques. D'accord. Est-ce que vous pourriez reconnaître les individus? Je peux pas. Voilà. Voilà, c'est juste un physique. C'est plus un physique, une façon d'être. Voilà. Un contexte qui vous fait dire que vos agresseurs peuvent être ces personnes qui sont venues. D'accord. La victime ne se souvient pas des visages de ces hommes. Mais il pense qu'ils sont venus faire leurs courses quelques heures avant l'agression. Peut-être un repérage des lieux. Les caméras de l'établissement les ont forcément filmés. Dans la police, les mieux placés pour identifier un individu à partir d'une vidéo sont ceux qui croisent tous les jours les habitants des quartiers sur le terrain. Les hommes de la BAC. Thierry a donc à nouveau appelé ses collègues en renfort. Allez, go. Salut. Ça va? Ça va, les gars? Salut. Ensemble, ils vont regarder les images de vidéosurveillance enregistrées un peu avant le braquage vers 21h. Le but, trouver ces fameux clients que le responsable a repérés et qui, selon lui, pourraient être les braqueurs. Qui est passé hier. On a récupéré une vidéo. C'est pour ça qu'on fait appel à vous, parce que vous connaissez les allures des mecs. À partir du moment où on connaît bien quelqu'un, on est capable de le reconnaître de dos. Donc, Sur les images, les clients de la supérette défilent. Et soudain, à 20h51 précise, les hommes de la BAC reconnaissent 2 vieilles connaissances. Ils sont là. 2 des 3 hommes balancés par l'indic. Ces individus avec leurs casquettes bleues. On les voit faire tranquillement leurs courses. Ils passent devant la future victime. Le plus grand attire tout de suite l'attention de ces policiers de terrain. Le premier, c'est sûr. Lui là? C'est lui là. c'est lui? C'est lui. Lui là, c'est sûr, c'est 100%. Avec son mètre 90, les hommes de la BAC confirment sans problème son identité. C'est bien l'un des suspects donnés par l'indic au tout début de l'affaire. Celui qui a déjà fait de la prison. Mais pour le second, le plus petit, en revanche, ils sont moins affirmatifs. Pour lui. Ouais, c'est plus difficile là. Hein. Lui, il reste toujours caché. Là, on va les voir arriver d'ici. Alors les policiers visionnent à nouveau l'arrivée des 2 hommes, en se concentrant sur lui. Ah, ça pourrait être lui quand même, hein, mais. Lequel? Le premier? Ça pourrait être lui, mais. Ça pourrait être. Je dirais. Pas sûr. 8 sur 10 là. Ouais. Bon, de toute façon, lui, c'est. Donc, pour vous, il n'y a aucun doute. Ah oui, aucun doute. Ouais, Et puis l'autre, peut-être. Ouais. Impossible de le garantir à 100%, mais les hommes de la BAC pensent avoir reconnu un 2e suspect livré par l'indic. Et ils ne sont pas surpris de retrouver ces 2 individus dans ce genre d'affaires.
des individus à interpeller plusieurs fois dans l'année, quoi. Un peu le mobilier urbain de la commune, quoi. À partir de maintenant, Thierry a une conviction liée à la taille de ces individus. Le plus grand des deux serait le braqueur qui a frappé le gérant de la supérette. Le deuxième, plus petit, serait celui qui tient l'arme sur ces images et qui n'a pas pris la précaution de porter des gants. Bon, bah ça marche. Ok. Après 8 jours d'investigation, l'enquêteur sait que 2 des 3 suspects rôdaient bien autour de la supérette juste avant le braquage. Le troisième, lui, reste pour l'instant un fantôme. Mais à ce stade, Thierry n'a toujours qu'un faisceau d'indices, aucune preuve matérielle pour démontrer leur implication. Pour lui, les choses seraient évidemment beaucoup plus simples si leur ADN était retrouvé sur la scène de crime. Et justement, depuis 8 jours, le laboratoire maison de la police analyse les prélèvements ADN retrouvés dans la supérette. Les billets et les étuis de pièces ramassés à côté du coffre. S'ils y trouvent de l'ADN, les experts obtiendront des courbes comme celle-ci, des profils génétiques, une signature propre à chaque individu. Il ne leur restera plus qu'à les comparer à tous les ADN déjà répertoriés dans le fichier central de la police. Près de 2 millions de délinquants y sont fichés. Si les 3 suspects de Thierry ont touché ces objets et qu'ils figurent dans cette base de données, ils sont dans de sales draps. Quand les résultats tombent, Thierry saute sur son téléphone. Oui, madame, je vous écoute. Oui, donc je vous téléphone pour vous communiquer les résultats suite à l'analyse des 18 CD. Oui. Donc on a pu mettre en évidence pour le moment 2 ADN masculins inconnus. 2 ADN masculins inconnus. Les experts ont découvert 2 empreintes ADN masculines. Malheureusement, elles sont pour l'instant anonymes. Merci, madame. Mais les analyses n'ont pas été faites pour rien. Les 3 suspects de Thierry ne figurent peut-être pas dans la base de données des empreintes génétiques. Les mecs qu'on a ciblés sont connus, mais peut-être qu'ils n'ont jamais été prélevés, donc peut-être qu'ils ne sont pas dans la base de données FNAEG. Donc ça, après, on verra quand on les aura sous la main, où on fera la comparaison en urgence. Voilà. Comme pour les empreintes digitales, la seule solution serait donc d'interpeller les 3 suspects, de prélever leur ADN et de les comparer avec les 2 traces découvertes. Mais pour pouvoir le faire, Thierry doit trouver des éléments à charge. Et comme la science n'a pas fait avancer son enquête, il va dégainer les bonnes vieilles méthodes, à l'ancienne. Le soir des faits, quelqu'un a peut-être vu quelque chose dans le quartier, juste avant le braquage. Un passant a peut-être même vu le visage de l'un de ses agresseurs, avant qu'il n'enfile sa cagoule. Pour le savoir, rien de tel qu'un appel à témoins. Cette affaire commence à devenir un vrai casse-tête pour Thierry. Il est sûr de connaître les auteurs de l'agression, mais impossible de le prouver. Pour envoyer un braqueur devant la justice, il faut des preuves matérielles. Alors il va demander à la population de l'aider. Ouais, Chop. On va éditer des affiches d'appel à témoins. D'accord. Mais on va aller... Dans ce cas-là, il va falloir faire quasiment toute la rue. Eh ben, tant pis. Hein. On va falloir placarder tout ça. Eh ben, on va placarder. Hein. On va éditer, on va faire des photocopies d'affiches d'appel à témoins. Et puis, quitte à aussi faire des petits tracts pour balancer dans les boîtes aux lettres. Un appel à témoins. Voilà l'idée de Thierry. À 22h20, le jour des faits, quelqu'un a peut-être vu les 3 individus ou remarqué quelque chose d'anormal. Ouais, c'est bon. Pour le savoir, pas d'autre choix que de placarder des affichettes dans les cages d'escalier. C'est le directeur d'enquête lui-même qui va s'occuper de cette mission. Il y a même un petit gris-gris. Hop.
Le document est tiré à plusieurs dizaines d'exemplaires. Mais Thierry le sait, c'est un peu l'opération de la dernière chance. C'est difficile à trouver les témoins parce que bon, en plus, il était 22h30. En général, les gens du voisinage sont ou devant la télé, ou au lit en train de bouquiner, ou en train de bosser, ou enfin, ils sont pas forcément dehors, quoi. Surtout qu'en plus, là, il n'y a pas eu de cris dans la rue, il n'y a pas eu de coup de feu, il n'y a pas eu de bruit qui aurait pu attirer les gens vers leurs fenêtres pour mater un peu ce qui peut se passer. Donc voilà, là, c'est vraiment hasardeux, quoi. Après avoir joué les commerciaux pour négocier le tarif des analyses ADN, l'enquêteur se transforme en VRP et va faire du porte-à-porte. Il commence sa campagne d'affichage par les immeubles les plus proches de la supérette braquée. Première cible, ce bâtiment tout neuf à 2 pas du magasin. Mais aujourd'hui, les bonnes vieilles méthodes ont la vie dure. C'est ça le problème aussi, les immeubles fermés, où on n'a pas accès. Pas de gardienne, et les passes dont dispose la police ne fonctionnent pas partout. Sans le code, impossible de rentrer. Quelquefois, on a les systèmes de clés PTT, mais quelquefois, il y a des immeubles qui sont vraiment verrouillés et dans lesquels on ne peut pas pénétrer. Notre enquêteur change alors de cible et se dirige juste en face de la supérette vers un bâtiment plus ancien et moins sécurisé. Voilà. En espérant que les gens voient cet affichage et passent un coup de fil au commissariat, tout simplement. Donc je le mets de manière assez visible. Thierry espère que son tract rafraîchira la mémoire des voisins. Ils connaissent sans doute le patron de la supérette, ont sans doute été choqués et voudront peut-être aider la police. Il y a eu un braquage, il y a un homme qui a été victime, qui a été malmené, qui a été violenté. On compte aussi sur le sens civique des gens qui habitent aux alentours. Méthodiquement, Thierry arpente toute la rue, porte après porte. L'enquêteur le sait, cette simple feuille de papier, pour peu qu'elle soit placée au bon endroit et lue par la bonne personne, peut lui fournir la preuve qui lui manque. La technique porte rarement ses fruits, mais cette fois, l'affaire du braquage de la supérette va connaître un rebondissement décisif. Commissariat de Sceaux, 2 jours plus tard. La sûreté? Oui. Bah oui, d'accord. Ok, je descends. Merci. Ce collègue de Thierry a rendez-vous avec un précieux témoin. Bonjour madame, vous allez bien? Oui. Bon, pas trop dur pour trouver? La veille, cette femme est tombée sur l'une des affichettes placardées par Thierry. Elle aurait des informations primordiales à livrer aux policiers. Allez-y, rentrez. Merci. Installez-vous. Pour des raisons de sécurité, son témoignage est anonyme. Elle devient particulièrement nerveuse au moment de faire ses révélations. Voilà ce qu'elle va raconter. Je rentrais dans le scooter chez moi. J'ai aperçu en fait 3 personnes sur le côté du... J'étais en train de discuter entre eux. Le soir des faits, elle aurait vu 3 jeunes hommes près de la supérette. L'un d'entre eux se serait montré très curieux sur les horaires du magasin. Qu'est-ce qui s'est passé? Le premier individu est venu vers moi. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a demandé si je venais du... J'ai répondu que non et j'ai dit que de toute façon, à cette heure-là, le était déjà fermé. Bah, à ce moment-là, il me prend ma main pour regarder ma montre. Il a regardé l'heure. Des individus qui attendent manifestement la fermeture de la supérette quelques minutes avant l'agression. Et la victime a vu encore mieux en remontant chez elle. Et donc moi, je suis monté chez moi. J'ai voulu fermer mes volets, donc j'ai regardé par la fenêtre. Et vous avez vu quoi? Oui, c'était, je vais dire, en train de s'agiter un petit peu. Et après, ils ont commencé à avancer... Vers l'entrée? Vers l'entrée. Ils ont avancé vers la droite, c'est sûr. Les 3 individus se sont dirigés vers la supérette. Le témoin ne les a pas vus rentrer dans le magasin, mais quelques minutes plus tard, le gérant est agressé. Alors ces 3 individus sont-ils les 3 suspects identifiés depuis le début de l'enquête?
Le collègue de Thierry va tenter de savoir si cette femme est capable de reconnaître leur visage. J'ai 3 planches photos, 24 individus. Est-ce que vous reconnaissez quelqu'un? Une. Alors ça c'est la planche 1, 2 et 3. Alors regardez attentivement. Pour que son témoignage soit fiable, le policier a glissé au milieu de 3 planches photos les portraits des 3 suspects. Le témoin va-t-elle les reconnaître? Les faits remontent à plusieurs jours, il faisait nuit, et le face-à-face n'a duré que quelques secondes. Et pourtant, elle n'a aucun doute. Lui? Oui. C'est qui? La personne qui m'a parlé. C'est la personne... Ah d'accord. La personne qui vous a parlé le soir des faits. Parmi tous ces portraits, le témoin vient de désigner cet homme, sans aucune hésitation. Celui qui lui a parlé le soir des faits. C'est l'un des 3 individus balancés par l'indic et suspecté depuis le début de l'affaire. Cet homme que les policiers de la BAC pensent avoir reconnu en train de faire ses courses, juste avant le braquage. Quelques minutes plus tard, c'est lui qui aurait tenu l'arme à feu. En revanche, concernant les 2 autres hommes qu'elle a croisés dans la rue, la femme n'a aucune certitude. Les autres, je suis... Non. Non, comme ils s'étaient restés en retrait, je suis... D'accord. 1 sur 3, c'est déjà beaucoup. Allez-y, madame. Un témoignage de plus, mais toujours pas de preuves concrètes, permettant de coincer les braqueurs. Merci, au revoir. Au revoir. En revanche, sur le suspect que ce témoin a croisé dans la rue, les policiers vont pouvoir enquêter discrètement. Au tout début de l'affaire, l'indic avait livré son numéro de portable aux policiers de la BAC. Thierry va le mettre sur écoute. L'homme commettra peut-être l'erreur d'évoquer ce braquage, le nom de ses complices ou même l'adresse de son domicile dans ses conversations. Pour Thierry, la dernière piste à creuser devient ce numéro de portable. Grâce à lui, il va pouvoir pénétrer l'intimité du suspect. Par ce fax, il oblige l'opérateur téléphonique à mettre le braqueur présumé sur écoute. Dans quelques heures, le commissariat de Sceaux sera branché sur sa ligne et toutes ces conversations seront enregistrées sur les ordinateurs du service. De cette manière, les policiers pourront entrer dans sa vie aussi souvent qu'ils le voudront. Quelques heures plus tard, pour la première fois, Thierry va entendre la voix de ce braqueur présumé, dont il n'avait que la photo. C'est quoi là? Là, je suis en bas de chez moi, je suis avec Pendant des heures et des heures, il va devoir écouter ces conversations sans intérêt, dans l'espoir de découvrir l'adresse du suspect et de surprendre une information qui permettra de le relier directement au braquage. Toutes les conversations, même une discussion avec une copine ou un pote qui va durer une demi-heure, mais il faut l'écouter parce que à la 18e minute et 20 secondes, il peut y avoir, tac, le détail. Le but maintenant, c'est d'attendre l'erreur pour savoir si, dans la discussion avec un correspondant, avec une fille, avec n'importe quoi, on n'aura pas un nom de rue, on n'aura pas une indication sur un immeuble, sur une entrée, sur un étage, des choses comme ça. Oui, tu veux me dire quoi? Un travail de fourmi. Et il y a tellement de conversations à écouter que tout le service s'y met. Ce collègue de Thierry va se concentrer sur un autre type de communication, les SMS. Le suspect passe manifestement sa journée à en envoyer. Ça fait aussi interception de SMS. Il y en a 140 textos. 140 textos par jour. Un langage parfois difficile à décrypter. Ces dialogues en phonétique et abrégé sont un vrai casse-tête. Comme celui-ci. Renvoie ton numéro, je ne l'ai plus. Ou plus loin, comment vas-tu? Qu'est-ce que tu deviens? Un travail de traduction qui s'avère parfois payant. C'est assez intéressant pour nous parce que les gens se livrent beaucoup plus par SMS que par un appel vocal.
2 jours plus tard, c'est Thierry qui détecte la première alerte. Le suspect pourrait préparer un mauvais coup. Allô, c'est moi. Vas-y, rappelle-moi s'il te plaît dès que t'as mon message. Et surtout, c'est pour savoir si s'il y a quelque chose ce soir. Quelque chose ce soir, mais de quoi s'agit-il exactement? Simple sortie entre amis ou nouveau braquage de supermarché? Les 3 suspects ont-ils un nouveau projet criminel? Thierry ne peut prendre aucun risque, il prévient aussitôt ses collègues de la BAC. Allô? Ouais, Erwan. Ouais, salut Seich. Ça va et toi? Ouais. Dis-moi, je te passais un petit coup de fil parce que au niveau des 11, il y a un mec qui l'appelle cet après-midi et qui lui demande s'il y a un truc de prévu ce soir. Et parce que le problème, c'est qu'on ne peut pas identifier la voix du mec qui l'appelle et on ne peut pas savoir si c'est un des 2 autres qui sont ciblés. Donc, est-ce que tu pourrais, toi, organiser une petite surve pour au moins assurer le coup? Ouais. Hein? Ok. Tu me tiens au courant s'il y avait quoi que ce soit? Ça marche. Ce soir-là et pendant 2 jours, la BAC va sillonner le secteur en passant devant chaque commerçant susceptible d'intéresser les braqueurs. Impossible de négliger la moindre alerte. Cette affaire commence à mettre Thierry à bout de nerfs. Et pendant cette surveillance, l'une des voitures de la BAC va assister à une scène qui va rendre le directeur d'enquête encore plus fébrile. Ce matin-là, Thierry se précipite dans le bureau de ses collègues. Les 3 suspects ont été aperçus, et pas n'importe où. Tu es au courant qu'apparemment ils auraient été repérés, les mecs, hier soir, d'après les collègues de la BAC. Ils ont été vus en train de faire de nouveaux repérages sur le même truc. Alors, ah ouais? Ils ne leur prendraient pas l'idée de fraquer une deuxième fois, enfin de braquer une deuxième fois. Mais T'as quelque chose? Bah pour l'instant, jusqu'à 8h moins le quart, j'ai rien. Des coms avec ses potes, mais c'est tout. Incroyable. Les suspects pourraient-ils envisager de braquer une nouvelle fois le même magasin? L'hypothèse semble invraisemblable, mais Thierry, après 30 ans de maison, est difficile à surprendre. Est-ce qu'ils ont l'intention de taper 2 fois au même endroit? On n'en sait rien, quoi. Voilà. Ça arrive, ça, de taper 2 fois Ouais, enfin, il y a des cons, il y en a partout, hein, donc voilà. Vous, dans votre carrière, vous l'avez déjà... Ouais, si, ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai déjà vu des mecs qui habitent dans le quartier qui vont péter 2 ou 3 fois leurs voisins, quoi. Leur commerce voisin ou chez des voisins, quoi. Mais la logique voudrait qu'on se fasse un peu oublier dans ce quartier, d'aller ailleurs. Ouais, mais enfin, la logique ça fait 2. Quelquefois, il y a un neurone qui tamponne un peu quelquefois les parois du cerveau. Encore une fois, la BAC va tourner toute la nuit, en multipliant les passages devant la supérette, en particulier à l'heure de la fermeture. Ils sont là, les tauliers ou pas? Ils font la caisse, là. Ah, ils doivent être derrière. Mais encore une fois, c'est le calme plat. Alors pour augmenter leur chance d'être au bon endroit au bon moment et avoir un coup d'avance sur les braqueurs présumés, les policiers vont utiliser une technique de pointe qu'ils réservent aux cas les plus graves et qui leur permet de localiser les téléphones portables. Voilà comment ça se passe. Avec l'autorisation du juge qui suit ce dossier, les policiers contactent à nouveau l'opérateur qui gère la ligne du suspect. 1094. Par réquisition, ils l'obligent à géolocaliser son portable. Chaque appel émis ou reçu est transmis par une antenne relais comme celle-ci. L'opérateur peut donc en temps réel savoir où se trouve n'importe quel portable au moment d'une communication. Les policiers reçoivent l'information directement au bureau. Ils n'ont qu'à entrer le numéro qui les intéresse dans ce logiciel et si le téléphone est allumé, il apparaîtra bientôt sur cet écran. C'est créé. Et donc, il n'y a plus qu'à attendre que l'opérateur fasse son travail de son côté et nous branche l'individu sur la géolocalisation de son téléphone. Ça se fait dans les 2 heures qui suivent l'envoi du fax, en fait, généralement. Le maximum, hein. Et en effet, 2 heures plus tard, voilà le téléphone du suspect, symbolisé par ce petit bonhomme vert. Il se trouve à proximité de la gare de la commune
Les policiers vont le suivre à la trace. Ah, il a bougé. Pendant près d'une semaine, de jour comme de nuit, Thierry et ses collègues vont se relayer et observer chaque déplacement du suspect. Et ils vont constater que l'homme se déplace sans arrêt. Visiblement, tous les soirs, il dort dans un endroit différent. Pas d'adresse fixe et impossible de lui tomber dessus par surprise grâce à cette géolocalisation. Elle n'est pas suffisamment précise. Elle indique un rayon plus ou moins vaste autour de l'antenne relais. Ici, c'est 750 mètres. Trouver quelqu'un dans une ville et dans un tel rayon, c'est mission impossible. C'est pas d'une précision absolue. Donc voilà, moi j'ai besoin d'avoir vraiment une adresse précise, savoir un endroit où je vais le trouver tout le temps. Ni les conversations, ni les SMS, ni la géolocalisation n'ont permis de piéger le suspect. Et pour Thierry, il est temps de passer à l'action. Sa dernière chance, interpeller les deux hommes que les policiers de la BAC pensent avoir reconnus en train de faire leurs courses juste avant le braquage. Et prendre leurs empreintes en espérant qu'elles collent avec celles découvertes sur la scène de crime. Thierry n'a pas l'adresse de ces hommes, mais il a appris par la téléphonie qu'ils traînent souvent dans une cité. Faute d'éléments plus précis, les policiers n'ont pas d'autre choix que de lancer une chasse à l'homme. C'est le soir que les policiers ont le plus de chances de croiser ce genre de délinquants dans les rues. Alors, 3 jours plus tard, en fin d'après-midi, Thierry part à la recherche de ces deux suspects. Mais vous êtes sûr de les attraper, ça? Non, pas du tout. Pas du tout, mais bon, si on va pas, si c'est pas ce soir, ça sera demain soir. Voilà, donc là aujourd'hui, cette semaine, on commence une semaine de traque. S'ils sont piégés par leurs empreintes, ces suspects livreront peut-être aussi le troisième complice. La première des choses, ça va être de faire un prélèvement de traces génétiques sur les mecs qu'on aura serrés pour comparer avec les 2 traces ADN qui ont été récupérées sur les scellés. Et ensuite, on a une trace palmaire qui a été retrouvée sur place, enfin relevée sur place. Et donc, il faut absolument la comparer avec les traces palmaires des individus qu'on aura interpellés. Mais avant cela, il faut encore leur mettre la main dessus. Et pour traquer son gibier, l'enquêteur va encore une fois s'entourer des plus fins connaisseurs du secteur. Ses collègues de la BAC. Bonjour. Salut. Bonjour. Bonjour. La consigne, interpeller les deux suspects en même temps pour éviter que l'un d'entre eux ne disparaisse dans la nature. Pas facile avec ces individus qui connaissent très bien leur cité. Vous ne voyez pas? Non. L'idéal, c'est d'avoir les deux. Ouais, c'est où ils sont casse-couilles. Souvent, quand ils nous voient arriver dans le hall, ils s'arrachent en courant dans les étages. Ils nous attendent un petit peu, ils nous narguent. Ils nous laissent arriver, ils s'arrachent. On est obligé de les prendre par surprise tout le temps parce que sinon, d'autant plus qu'ils sont dangereux, si les prend pas par surprise. Des fois, il a des petites armes, il a des petites armes. Les suspects sont potentiellement armés. Voilà pourquoi pas moins de 12 hommes sont mobilisés. Bon, c'est rigolo. Vous avez tous des radios? En tout, 4 voitures banalisées vont sillonner la ville. La traque commence et Thierry est plutôt confiant. Ses collègues de la BAC connaissent bien les délinquants du secteur. Ils sont capables de les reconnaître au premier coup d'œil, rien qu'à leur allure. Grâce aux collègues de la BAC, on arrive à savoir un peu comment ils vivent, même s'ils n'ont pas de véhicule, même s'il n'a pas de point d'attache, pas de domicile, mais il a quand même toujours des endroits qu'il fréquente régulièrement, des copains qui vont nous voir souvent, quoi. Les policiers se sont partagés le secteur. 2 voitures, dont celle de Thierry, patrouillent en centre-ville, aux abords de la supérette victime du braquage. Et devant tous les lieux fréquentés par les jeunes de la commune. Tu prendras à gauche là pour faire le tour du pâté de maison là, en étant attentif au niveau du bar qu'il y a là, à l'angle là. Il faut regarder la scar devant. Ça a l'air d'être vide. Les 2 autres véhicules quadrillent la cité fréquentée par les suspects, ainsi que la petite zone pavillonnaire qui l'entoure. Et rien qu'à leurs vêtements, ils sont capables de les reconnaître. C'est quoi ça? Non, c'est pas lui. Non. Avec les capuches et tout là. Mais à la démarche, ça avait pas trop l'air d'être lui. Mais bon,
C'est son style de vêtement, par contre, la doune comme ça. Là. Ouais. Au bout d'une heure, la chasse à l'homme ne donne rien. Alors les hommes de la BAC décident d'aller faire un tour du côté d'un restaurant rapide, lieu de passage très fréquenté à 2 pas de la cité. Et là, leur œil de lynx repère des silhouettes suspectes. Oh putain, attends. Tu l'as vu? Peut-être, je suis pas sûr, mais... Il faut faire un passage, parce qu'ils sont à l'étage. Pas facile. Le deuxième passage confirme cette première impression. Mais à cette distance, impossible de voir les visages. En fait, ils sont assis au 2e étage. Donc de la rue, on peut pas les identifier. On voit que leur silhouette avec des têtes capuchées. Donc il faudrait attendre qu'il y ait un qui se lève pour l'identifier formellement. Cette fois, la piste est sérieuse. Thierry et ses collègues sont immédiatement prévenus. Ah, et Jésus de marmite. Ouais, parle. Il y a du monde au 2e étage des Blacks. On peut identifier que là présent. On va approfondir. Ouais, ok, bien reçu, on va faire un passage nous aussi. Thierry se rapproche de l'établissement, fait un rapide passage, mais pas question d'entrer dans le restaurant et de risquer un face-à-face avec des hommes dangereux au milieu des clients. Il demande donc à ses collègues de mettre en place une surveillance à distance. Vous qui avez une voiture un peu discrète, si vous pouvez vous planquer et voir un peu de temps, il va peut-être pointer son nez. Si près du but, Thierry est bien décidé à attendre le temps qu'il faudra. Le problème, c'est que, en général, on n'y reste pas trop longtemps. Le problème, c'est que, quelquefois, quand ils s'y posent, ils y restent. On passe tranquillement. Ce véhicule de la BAC va se garer juste en face du restaurant. C'est de rentrer là, tu te mets là. Mais à une distance suffisante pour ne pas être repéré. Bouge pas, là, tac. Faut vraiment faire attention de ne pas se faire détrancher par contre là. Parce qu'ils vont être vraiment inquiets. Là, ça va? Ouais, je vois. Si je sors du véhicule, dans les 10 secondes, je suis repéré. On est beaucoup trop connus dans ce secteur-là qui est fréquenté par tous ces jeunes là. À partir de maintenant, les policiers ne lâchent pas des yeux l'entrée et l'étage de l'établissement. Ouais, je vois. Ah, il me faudrait des jumes là, putain. C'est ça qui est chiant quand t'es trop connu, sinon j'irais dedans là, puis c'est comme chez un site burger. Et au bout d'une bonne heure de planque, le petit groupe lève enfin le camp. Ok, ça se lève. T'en as 3 qui sont en bas là, qui sortent. Attends. Les 3 individus sont désormais visibles. Mais mauvaise surprise. Ah non, c'est pas ça. Les 3, c'est pas ça. C'est sûr. Aucun suspect dans le restaurant. Thierry et ses collègues sont prévenus par téléphone. Voiture, on se casse, non? Marche pas à tous les coups, hein, c'est comme au casino. Hein. L'équipe est dépitée. Il faut tout reprendre à zéro. Mais c'est à ce moment-là que les policiers croisent par hasard l'une de leurs cibles. Lui là, qui sort, c'est peut-être lui. Ouais, de Jésus, il est sur Marcelin Berthelot à pied, on va le taper. Le principal suspect de l'affaire, celui qui aurait tenu l'arme pendant le braquage, est à seulement quelques mètres. Il se laisse interpeller, sans résistance. Ouais, il est pété sur Marcelin Berthelot, là, on vient de le péter. Presque trop beau pour être vrai. Les policiers s'empressent de vérifier qu'ils ont ferré le bon poisson. On se casse. Votre nom? Prénom? Pardon? Plus aucun doute, direction le commissariat pour un placement en garde à vue. Thierry est soulagé. L'homme qui risquait d'être armé est désormais sous bonne garde. Super, à toutes. Ça s'est fait en douceur, très très en douceur. C'est bien? Ouais, bien sûr que c'est bien, mais bon... C'est bien aussi de bouger un peu quelquefois. Thierry aime l'action et ce soir-là, il va y en avoir pour les hommes de la BAC. Un premier suspect sous les verrous, il faut maintenant mettre au plus vite la main sur son complice présumé. Il risque d'être prévenu de cette interpellation et de disparaître. Mais pour l'instant, dans la cité, les policiers de la BAC ont beau inspecter méthodiquement tous les halls d'immeubles, aucune trace de lui. Alors attends, ralentis là, parce qu'il peut être aussi là, à droite là. Il peut être là-dedans, là, juste au premier hall. Il y a du monde dans le hall déjà. Faut pas qu'il me voie dans une voiture comme ça.
Pour être plus efficace, ce policier décide de pénétrer à pied dans la cité. Il reste en contact avec ses collègues par talkie-walkie. Et moins de 10 minutes plus tard, cette initiative porte ses fruits. Rien de calendrier. Tu confirmes? Pareil. Putain. Le haut, il est comment, le vêtement en haut? Le deuxième suspect, le plus dangereux, est repéré dans un hall d'immeuble. Les policiers en voiture attendent de connaître son emplacement exact pour rejoindre au plus vite leurs collègues à pied. Vas-y, vas-y. Ah, on arrive. On part là. Pas doucement. Non, putain. Non, mais on prend pas derrière, il sort du hall. Faut mieux y aller à pied. Hein. L'interpellation est imminente et elle est risquée. Éteins les feux. Dans ce quartier sensible, une intervention de police peut très vite tourner à l'émeute. Sweat gris, capuche grise. Les hommes de la BAC décident de mener une opération éclair pour ne pas laisser au suspect le temps de réagir. S'il s'agit bien du braqueur le plus violent, il ne se laissera sans doute pas faire. Bouge pas! Mettez main dans le dos! Mettez main dans le dos! C'est bon, j'ai. Ouais, tu fais quoi là? J'ai les gars. Hey, je viens d'arriver. Je viens d'arriver. Le suspect affirme ne rien comprendre, mais ça n'est pas l'endroit pour les explications. Les policiers veulent d'abord se mettre en sécurité, loin de la cité. On va t'expliquer, t'inquiète pas. Rappelle du monde. Tu fermes ta bouche pour l'instant. Au pas de course, les hommes de la BAC rejoignent leur véhicule, sans oublier de surveiller leurs arrières. Tout du long. Attends, je vais de l'autre côté. Allonge-toi. Oh, écoute-moi bien, on va t'expliquer. On va t'expliquer, je te dis. Salut là-bas. Allez, monte. C'est bon? Leur premier réflexe, prévenir Thierry, le directeur d'enquête. Ouais, c'est bon, on l'a soulevé. Tu veux qu'on l'emmène où? On va à Montrouge, les gars, allez. Même loin de la cité, pas question de prendre le moindre risque et de laisser au suspect la moindre occasion de riposter. Ses pieds ne toucheront plus terre, même dans le commissariat. La chasse à l'homme vient de prendre fin. L'opération est un succès. Les deux cibles ont été interpellées. Leur garde à vue va commencer. Et là, t'es fait. Mais pour les policiers, c'est maintenant l'heure de vérité. Ils ont 48 heures maximum pour prouver leur culpabilité. Et manifestement, ils ne pourront pas compter sur des aveux spontanés. Moi, je te place en garde à vue aujourd'hui à partir de minuit pour avoir participé à un vol à main armée. Quoi? Oui, bon, on va arrêter de faire du théâtre. Hein. Un vol à Marnou? Là, je te fais une notification de garde à vue. Je te parle pas du fond. Je te parle pas du fond. Quelle adresse? Enfin, ah oui, quelle... y a pas de souci. Le suspect qui aurait frappé le gérant du supermarché se dit très surpris par ces accusations. Et du côté de Thierry, celui qui aurait tenu l'arme reste impassible. Je vais te notifier ta garde à vue. Ok. Donc, tu es placé en garde à vue pour les faits de vol avec la menace au usage d'une arme. Des faits qui sont commis à Châtillon le 20 septembre 2012. Pas de réaction. Il faut dire que ce soir, l'homme s'apprêtait sans doute à faire la fête. Ta date de naissance? 92. Putain, mais c'est ton birthday aujourd'hui. C'est 20 piges, ça. Hein? Le suspect va donc passer son anniversaire en cellule. Allez, go. Mais Thierry ne se laisse pas attendrir. Il court toujours après les preuves. Sans attendre, les deux hommes sont conduits au local de la police scientifique pour une prise d'empreinte. Je vais commencer par prendre votre ADN. Jusqu'à présent, Thierry n'a pas pu mettre de nom sur les traces ADN relevées près du coffre dévalisé, sur ce billet de banque et sur un emballage de pièces. Alors ça, c'est le feu du bâtonnier. Vous le mettez dans la bouche, vous grattez bien la langue et les parois de vos joues. Il va enfin pouvoir les comparer avec les ADN des deux suspects. Merci.
Et les policiers n'oublient pas de prendre la paume droite de celui qui pourrait avoir tenu l'arme pendant le braquage. Je vais prendre les empreintes. Je vais commencer par la main droite. Ça va être un déroulé de chaque doigt. Sur cette image, l'agresseur ne porte visiblement pas de gants. C'est peut-être lui qui a posé sa paume sur cette grille au moment de prendre la fuite. On passe au palmaire. C'est les paumes. Tendez bien la main. Baissez le poignet. Une paume de main, quelques prélèvements de salive, des éléments qui sont envoyés en urgence au laboratoire. Thierry doit connaître les résultats avant la fin de la garde à vue, qui va durer 48 heures maximum. En attendant, les suspects vont avoir la nuit pour réfléchir en cellule. Ciao. À plus. Thierry, lui, va avoir du mal à fermer l'œil. Il a fait de ce braquage une affaire personnelle et c'est demain que tout va se jouer. Le lendemain matin, Thierry inspire profondément en arrivant au bureau. Il va jouer une partie de poker. Il n'a que quelques heures pour confondre les agresseurs et pour l'instant, il n'a toujours aucune preuve, juste un faisceau d'indices et des témoignages. Tiens, tu ranges tes affaires hein? Si la science ne parle pas, l'enquêteur sait qu'il a peu de chances de mettre en prison ces deux braqueurs présumés. Tiens, tu suis mon collègue. Allez, go. En attendant les résultats des analyses, c'est l'heure du face-à-face. Thierry va entendre le suspect qui aurait tenu l'arme pendant le braquage. Il est assisté d'un avocat. Tiens, déjà, tu m'as enlevé ta capuche. Hein, merci. Question de politesse. Et ça commence mal. Non seulement l'homme nie les faits, mais il affirme même ne pas connaître l'autre suspect en garde à vue. Tu connais un mec qui s'appelle... Non. Je connais pas. Tu me regardes bien, tu me dis tu connais pas... Non, je connais pas. Pourtant, les policiers de la BAC les voient souvent traîner ensemble. Et ils pensent les avoir reconnus sur ces images, en train de faire leurs courses dans le supermarché quelques heures avant le braquage. Histoire de l'aider à retrouver la mémoire, Thierry lui met sous le nez la photo de l'autre suspect. Tu l'as déjà vu, hein? Oui, j'ai déjà vu. Ouais. Comment tu l'appelles? Comment ça? Lui, comment tu l'appelles? C'est pas mon pote. Je traîne pas avec lui. Si j'appelle quelqu'un d'un surnom, c'est un bon pote à moi. Une vague connaissance, rien de plus. Et pourtant, en fouillant dans le téléphone du suspect, le collègue de Thierry fait une découverte intéressante. Un texto que l'un de ses amis lui a envoyé juste avant son interpellation. Hein? Tu me dis que tu connais pas ce mec-là. Comment il s'appelle ce mec-là? Comment ça? Comment tu l'appelles? On m'avait dit un... D'accord. J'ai jamais su... D'accord. Toi, comment tu l'appelles? Comment ça, je l'appelle? Ben oui, toi, tu l'appelles comment? Si j'en crois ton téléphone portable, ce mec-là, il s'appelle... Pourquoi? Parce qu'il y a un mec qui t'envoie un texto, parce que ce mec-là, il sait pas encore que toi, tu t'es fait péter. Par ce texto, son ami le prévient que l'autre suspect vient d'être interpellé par la BAC. Il t'envoie un texto pour te dire « Putain, la BAC, ils ont pété ». Il t'envoie... Vous voulez que je dise quoi, moi? Eh ben, que ce mec-là, tu le connais, qui s'appelle... Ce qui est... Oui, parce que j'ai déjà vu, oui, ok, ouais, tu le connais. Thierry vient de marquer un point. Le jeune homme admet enfin connaître l'autre suspect. Alors l'enquêteur va tenter de le faire craquer. Il lui apprend qu'un témoin, cette femme entendue au début de l'enquête, se souvient avoir discuté avec lui à proximité de la supérette, juste avant le braquage. Dans l'enquête de voisinage, on a trouvé un témoin qui t'a identifié, toi, comme étant sur place avec deux autres complices, deux autres personnes,
je ne vais pas dire 2 autres complices, 2 autres personnes, au moment des faits, quelques secondes avant les faits, juste à côté de la porte du vous avez été même surpris par sa présence, à ce témoin, et un témoin qui vous a vu tous les trois. Et toi, tu t'es dirigé vers ce témoin pour lui demander l'heure et lui demander à quelle heure il fermait le magasin. T'as formellement identifié. Moi, tout ce que j'ai à vous dire, moi, j'étais pas là de témoin. Vous pouvez emmener le témoin à côté de moi. Moi, j'étais pas là, chef. Les délinquants le savent, un témoignage est souvent insuffisant pour les faire condamner. C'est parole contre parole. Thierry aussi en est bien conscient. Je vous ai dit, j'étais pas là, je sais pas c'est quel témoin, que quelques secondes que devant la porte ou je sais pas quoi, j'étais pas là. Alors les policiers auront-ils plus de chance avec le deuxième suspect? Au même moment, il est entendu par 2 collègues de Thierry. Et il n'est pas franchement plus coopératif. Il aurait même un trou de mémoire. Un peu du temps. Bon, et on revient sur le journée des faits pour lesquels tu es en garde à vue. Qu'est-ce que tu as fait cette journée-là? Je me souviens plus trop. Ah, alors tu te souviens de ce que tu fais tous les jours, mais... C'est bon, comme tous les jours. Mais c'est pas tous les jours. Hein. Dans son cas, le témoin n'a pas vu son visage. Alors les policiers vont tenter un coup de bluff. Le responsable de la supérette se souvient avoir vu 2 clients au physique comparable à ceux des braqueurs, 1 heure avant son agression. Il n'a pas pu les identifier clairement, mais les policiers vont prétendre le contraire. Malgré sa cagoule, sa capuche et l'obscurité, la victime l'aurait reconnu. Le mec, il reconnaît ta voix, il reconnaît comment tu marches, il reconnaît ton allure, bref, il te reconnaît. Une cagoule, c'est bien quand tu connais pas la victime, mais là, tu y vas tous les jours. Donc ta cagoule, elle sert à rien. T'as une tante, d'accord, ta tante a mis une cagoule, tu la reconnais quand même, on est d'accord. Mais ma tante, c'est ma tante, arrêtez. Bon, bah, n'importe qui. Famille. Les délinquants comme cet homme sont des fins connaisseurs de la garde à vue. Ils en connaissent les pièges et savent quand les policiers bluffent. Vers 21h, c'est ça? Ouais. Comment il peut me reconnaître? Il m'a reconnu à ma voix, mais arrête. Et alors? De quoi? Je crois que ma voix, elle est vraiment particulière. J'ai vraiment essayé avec moi. Il n'y a pas que ta voix. Il y a peut-être C'est un ensemble de choses qui caractérisent ta personne. Ta voix, ta démarche, tout, il y a tout. Mais c'est pas des choses concrètes, c'est n'importe quoi, ça. C'est n'importe quoi. La ruse des policiers n'a pas fonctionné. Mais dans le bureau de Thierry, au détour de la conversation, l'autre mis en cause va commettre une petite erreur. Il lâche une phrase compromettante lorsque l'enquêteur évoque les vidéos de la supérette. Des vidéos, non, ouais, ça c'est sûr. Des vidéos, non. Chef, maintenant si vous avez des preuves que j'ai tapé la personne. Geste à l'appui, le suspect évoque des coups, alors que Thierry, lui, n'a jamais mentionné ce détail. Qui est-ce qui t'a parlé de violence? Vas-y, dis-moi, qui est-ce qui t'a parlé de violence ici? Personne. Je t'ai parlé de braquage, je t'ai parlé de vol à main armée. J'ai plus rien, j'ai rien fait. Je t'ai parlé de vol à main armée, mais je t'ai jamais parlé de violence. Si j'avais un calibre. Qui est-ce qui a parlé de violence? Écoutez-moi quand même. Jusqu'à présent, personne t'a parlé de violence. Non, si vous personne, ça t'a fait le geste toi-même. Ok, si vous avez vu. T'as fait le geste toi-même. Si vous avez vu. C'est pas vrai, t'as pas fait le geste. Alors pourquoi toi tu me parles de violence? Désolé. Ouais, désolé, bien sûr, désolé. Un dérapage, mais le suspect se rattrape aussitôt. Lui aussi sait qu'il faut attendre de voir ce que les policiers ont dans leur jeu, les preuves concrètes. Maintenant, si vous me dites que j'étais là, montrez-moi les preuves que j'étais là, avec ma gueule, que j'avais une arme, j'ai braqué quelqu'un. Si vous avez les caméras, que j'avais un calibre, montrez-les-moi les vidéos. C'est tout ce que je veux. Thierry enrage. Si le suspect est dans le coup, il sait très bien que l'agresseur portait une cagoule ce soir-là et que son visage n'apparaît pas sur les vidéos. Après ce face-à-face, aucun aveu. Thierry est à court d'arguments. Il n'a plus qu'à prier pour que les analyses ADN et digitales lui donnent raison. Seul espoir de sauver son dossier. Et quelques minutes plus tard, la nouvelle tombe par téléphone. Allô? Allô, Rick? Ouais. Oui, je viens de recevoir un coup de téléphone du laboratoire. Donc en fait, c'était pour te dire que les traces génétiques, c'est négatif, ainsi que les papillaires. Génétique et papillaire? Oui, négatif pour les deux. Bon, bah ok, ça marche. Merci. De rien. Merci, ciao. Ça, c'est pas une bonne nouvelle,
Ah non, c'est pas une bonne nouvelle, non. Non, parce qu'on comptait là-dessus pour accrocher les mecs, donc non, c'est pas une bonne nouvelle. Cette fois, la partie est finie. Faute de preuves, Thierry doit relâcher les suspects. Fin de garde à vue pour... Maintenant ouais. Allez. Mais au moment de remettre en liberté celui qu'il vient d'auditionner, il tient à lui faire passer un message. Tiens, tu vas signer ta fin de garde à vue. Enfin, tu vois, là tu sors. Mais moi je sais que tu l'as fait. Moi je sais que tu l'as fait. À bientôt. Marche à l'ombre. Un large sourire aux lèvres, le suspect quitte le commissariat. Un peu plus tard, le deuxième homme interpellé dans cette affaire retrouve lui aussi la liberté. Car ni le tuyau d'un indique, ni des silhouettes reconnues par des policiers chevronnés, ni des témoignages de voisins, ni l'intime conviction d'un enquêteur ne suffisent à envoyer des suspects devant la justice. Pour Thierry, la soirée a un goût amer. J'ai les boules pour la victime. On a gratté au maximum, on a essayé d'exploiter tous les éléments issus de l'enquête. Et puis voilà, malheureusement, voilà, on ne peut pas gagner à tous les coups. Cette fois-ci, ils ont gagné, moi j'ai perdu. Mais il y aura peut-être un deuxième épisode. S'il s'agit bien des braqueurs, l'enquêteur espère qu'ils commettront une erreur un jour ou l'autre. Quelques heures à peine après être sorti de garde à vue, le suspect, considéré comme le plus violent dans cette affaire, s'en est pris à un policier. Il l'a frappé au visage et a écopé de 3 mois de prison ferme. Reste la question essentielle. Qui a vraiment commis ce braquage ? Thierry était-il sur la bonne piste ? L'enquête continue. L'affaire n'est pas élucidée. Les 3 auteurs courent toujours.